Donc, je dois répondre, mais je préférerais répondre en forme de dialogue. OK. Pour commencer, ce livre-ci, Princeton University Press l'a voulu comme un livre pour un grand public. Enfin, la presse a raté parce qu'il s'agit d'un livre très monographique, même si maintenant il se trouve en paperback, moins mal, mais quand même, ce n'est pas tellement évident qu'il s'agit d'un livre pour un grand public, même si je sais qu'il y a des gens qui l'ont lu, ils m'écrivent et tout cela. J'ai voulu bien confronter exactement, comme vous avez dit, le genre de choses que j'avais abouti ailleurs. Exactement, qu'est-ce que se passe quand il y a un grand changement? Si les gens sont conscients du changement au moment dans lequel ils le vivent. Et je dois ajouter que je dois demander pardon par la qualité de mon français. Mais j'espère être compréhensible. Mais je crois que normalement, et vous l'avez dit à la fin, nous sommes tous somnambulistes. Dans le sens que nous vivons des changements sans y noter tellement bien. Les journaux nous expliquent que ceci est un changement absolument profond et 5 années après, il ne l'est pas. Et le vrai changement arrive, la conscience du vrai changement arrive seulement après. Le rapport entre, pour prendre un exemple contemporain, entre l'effondrement du pouvoir de l'Union soviétique et l'effondrement du consensus autour des partis socialistes occidentaux, il y a un rapport là très exact, mais les gens ont du temps, ne l'ont pas pris en considération. C'est visible seulement maintenant. Et c'est le même ici. Je veux dire, en suivant la comparaison entre la France et l'Italie, c'est évident que quelque chose change dans l'XIe siècle, mais beaucoup de choses ne changent absolument pas. C'est pour ça qu'on peut avoir un débat interminable s'il y a une révolution féodale ou moins. Et je ne veux pas entrer dans ce débat ici. C'est seulement que je pense que l'effondrement du pouvoir public qui existait avant, même à une échelle assez régionale, et la création des seigneuries privées avec des seigneurs qui créent le propre coutumes, les propres lois locaux, qui construisent les propres tribunaux informels au début. Tout cela est assez généralisé en France et en Italie, un peu moins en Allemagne, pas du tout en Angleterre, dans certaines régions espagnoles, certainement. Mais ce n'est pas que les gens on avait pris conscience de ceci dans la période principale des changements. C'est seulement après qu'on dit maintenant nous avons les coutumes locaux que nous n'avions pas avant. S'ils sont conscients même de ce changement-ci. Et c'est le même en Italie. Même dans une situation
très clair comme l'effondrement de la marche de Toscane à la fin de l'XIe siècle, parce que la marche de Toscane a été une région organisée et dirigée par un duc ou bien une duchesse avec un encadrement assez carolingien jusqu'à la fin de l'XIe siècle, jusqu'à beaucoup après ces changements-ci dans maintes régions italiennes. Et il y a une guerre civile, le pouvoir de la comtesse Mathilde s'effondre. On doit affronter une nouvelle situation dans une période relativement courte. Mais être vraiment conscient que cela est... Non, c'est évident qu'il n'y a plus un marquis, un duc important. On doit organiser sa propre vie. Chaque ville doit faire une série de choix. Mais si chaque ville a une conscience qu'il y a... Recommençons ici. Ils ne savent pas qu'un duc, un marquis ne retourne jamais. Pour eux, il s'agit d'une période potentiellement impermanent et on doit s'arranger dans une manière relativement pratique. Et ce n'est pas qu'on crée des institutions, enfin non, on fait des mouvements pratiques pour organiser cette ville dans cette manière, dans cette autre ville, dans une autre manière. Ils savent que quelque chose a changé, mais ils ne savent pas quoi a changé. Et pour moi, c'est normalement ainsi. Donc, je ne veux pas dire, je voudrais le discuter après, enfin, que je ne veux pas dire que personne n'est jamais conscient du changement exact. Je suppose qu'en 1792, à Paris, on y savait quelque chose. Mais quand même, il s'agit de... Non. Il y a des moments dans lesquels on a des idées plus claires de la nature des changements. Mais je ne crois pas qu'en 1100, on avait encore un sens de la manière dans laquelle on peut changer la société. Donc, quand je parle effectivement des révolutions très longues, et quand je balance le changement très long et le moment de rupture, je crois qu'il y a une rupture structurelle qui n'est pas la même chose qu'une rupture culturelle. Et on peut se voir plus facilement la rupture culturelle que non pas la rupture structurelle. Peut-être d'être conscient de la rupture structurelle vient plus tard. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je ne voulais pas du tout dire que je contestais l'idée de l'inconscient. C'était juste qu'il me semblait qu'à partir des années 1130-1140, là, on passait à un niveau de prise de conscience qui était un petit peu différent. Au tournant du XIe, XIIe siècle, là,
on est dans le somnambulisme Ok. total. Voilà. Donc, Et c'était peut-être- juste qu'on pouvait peut-être distinguer un petit peu des phases à l'intérieur du modèle général. Et l'autre chose, c'est justement l'exemple de Mathilde. Les élites pisanes, elles ne sont pas étrangères à la fuite de Mathilde. Elles se rallient au côté impérial. Et du coup, Mathilde, elle est aussi abandonnée par les élites locales. Donc, elles ne sont pas seulement en position défensive. C'est ça que je disais aussi. Et ils savent comment gouverner. Ils sont habitués de le faire sous elle. Et maintenant, elle n'y est plus. Donc, on continue à faire la même chose. En attendant, on attend Godot. Mais c'est là que je trouvais que c'était hyper intéressant parce que ça ressemblait vraiment du coup à la mafia. Parce que d'un autre côté, ils ne pensaient pas qu'elle allait s'effondrer, mais une fois que, en partie aussi par leur faute, son pouvoir s'est effondré, ils se retrouvent... Enfin, oui. Et quand nous nous trouvons devant le patriarcat dans les années 50 du XIe siècle, il y a des gens très actifs et sans doute, sans aucun doute, ils pensent qu'il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change, absolument. Mais enfin, non. Alors, enfin, tout tourne comme il était auparavant. Lentement, il y a moins de prêtres mariés, mais très lentement. Il s'agit de moments d'activité qui ne portent pas à rien. Ouais, mais du coup, c'est ça que je trouvais intéressant éventuellement à creuser, c'est que eux, ils ont échoué, ils sont probablement conscients de leur échec, mais ils ne se rendent pas compte que peut-être leur échec porte un succès qui n'était pas celui qu'ils avaient porté en avant, parce que leur mouvement, il était concentré sur la lutte contre la simonie, le nicolaïsme, et en réalité, ça a tourné court, mais ils ont peut-être instillé dans le fonctionnement social de leur époque de nouvelles pratiques autour de ces assemblées jurées, qui n'étaient pas le but du mouvement, mais qui étaient la pratique sociale du mouvement, qui ont pu être ensuite les ferments d'autres choses par d'autres gens. Et je suis tout à fait d'accord. Il crée cette tradition, ou une espèce de tradition des sermons collectifs, des assemblées à l'ouvert. Au moment même, cela porte à rien, mais l'idée de l'avoir, on peut supposer, parce que les sources ici sont muettes, mais on peut proposer que, enfin, tout cela crée une série de réseaux possibles pour une société du futur de pouvoir souffrir. Et de nouvelles références politiques, de nouvelles manières de penser l'action collective qui n'existaient pas forcément auparavant. Même si c'était sur des objectifs complètement différents. Oui, exactement. Et après ça, on retrouve tout cela dans une situation très, très conservative à la fin du siècle. Mais les mêmes structures se trouvent encore une fois 30 années après dans une situation beaucoup moins conservatrice et beaucoup plus radicale, on pourrait bien dire. Mais un radicalisme bien différent. Mais c'est toujours ainsi. Mais il y a des éléments qui font que tout cela est une caractéristique de cette période-ci. Même si l'élément du somnambulisme existe toujours. Mais ces gens-ci raisonnent et continuent à raisonner dans un cadre féodal, entre guillemets. Ils sont militaires, ils font des serments à des supérieurs, ils veulent être vassaux de l'évêque, même s'ils veulent contrôler la ville indépendamment de l'évêque. Mais ils veulent être ces vassaux quand même,
parce qu'être vassal est une chose, un élément du privilège social qu'il veut continuer à avoir. Donc, le cadre ne change pas, mais les pratiques au-dedans du cadre changent beaucoup. Sur l'économie, à cause de ces constatations que j'ai faites dans ce livre-là, j'ai commencé à étudier directement le changement économique de cette période. Alors Mais je n'ai pas changé d'idée. Mais Venise est intéressante. Vous avez dit qu'il ne s'agit pas d'un argument contraire parce que Venise est toujours différente. Mais ça, on doit discuter les pourquoi ici. Parce que ce n'est pas totalement évident qu'elle doit être différente. Et dans une certaine mesure... Je pensais par exemple, c'est quand même un pouvoir communal aussi, Venise. Et par exemple, quand le pouvoir communal, plus tard, je pensais à des périodes ultérieures, quand le pouvoir communal s'effondre un petit peu partout, il résiste quand même à Venise. Voilà, c'est à ce genre de décalage avec la chronologie de ce qui se passait dans le reste de l'Italie que je pense que... Oui, je suppose. Et j'ai réagi ici contre l'idée que les marchands ne font partie du monde féodal et donc quand il y a des marchands, évidemment quelque chose doit changer parce qu'on doit diriger le monde, au moins la ville, dans une manière différente. Ce n'est pas vrai. Et Venise, ici, démontre qu'on peut être un marchand. Et les marchands à Venise ont beaucoup plus de pouvoir. Il s'agit des familles avec beaucoup plus de pouvoir, beaucoup avant toutes les autres villes. C'est déjà visible à la moitié de l'XIe. Mais ils sont les vieilles familles, ils sont dans l'entourage du duc, du doge, et ils vivent dans une manière, ils sont tranquilles à y être. Ils ne pensent jamais, honnêtement jamais, nous faisons partie d'un nouveau monde commercial. C'est seulement qu'ils ont un peu de terre, ils ont beaucoup de navires. Ils sont bien contents d'avoir tous les deux. Mais la manière d'agir, de créer, d'organiser le pouvoir ne doit pas changer. Et il ne change pas. Elle ne change pas. La création de la communauté de communes à la moitié du XIIe siècle n'a rien à faire avec le commerce, bien qu'ils sont tous des marchands. Oui, mais là, ce que je proposais, justement, c'était de dire que... Enfin, on comprenait bien la réaction saine de sortir de cette idée que la commune serait une émanation du monde marchand, mais que c'était pas la même... que l'économie ne se limitait pas, justement, au monde marchand, et que... Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien, quand même, avec certaines formes d'évolution économique, pas forcément marchande, et d'où, en particulier, l'économie de prédation de ces villes. Bien sûr. Le fait que Pise envoie des flottes à attaquer les villes musulmanes et prendre tous les trésors est important pour ces arguments, parce que c'est un peu comme le serment à Milan. Il s'agit d'un réseau organisatif qu'ils peuvent utiliser après. C'est là où... Oui, et c'était du coup autour de l'organisation d'expéditions armées et commerciales, enfin, destinées à produire du butin qui va ensuite être recommercialisé, qu'on avait des nouvelles formes, là aussi, d'action collective qui pouvaient se nouer. Et cela aide beaucoup quand ils doivent penser à quelque chose, à des démarches dans le contexte de l'effondrement de la
donc, je suis contente de savoir qu'il va y avoir une suite sur l'économie. Ah oui, Sur la Méditerranée. il y aura. Qui répondra à toutes mes interrogations. Peut-être, je ne sais pas, on peut passer la parole à Pierre et puis rediscuter ensuite tous ensemble. Je crois que c'est bien. La dernière chose, les 2 pages sur la mafia. Dans une manière, je l'ai fait pour irriter les Italiens. Et j'ai bien réussi. Et ça avait marché déjà la première fois? Non, la première fois, c'était très plat. Mais cette fois, non. C'est parce qu'il faut le faire dans un livre qui parle des Italiens aux Italiens pour que ça marche. Non, parce que les communes sont à nous. Et tu viens à nous dire que nous sommes tous des mafiosi. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour Palerme deviendra une ville modèle, hein, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe. Voilà. Ah oui, justement. On arrêtera peut-être de dire qu'il faut stigmatiser cette absence totale de règles qui permettent de sauver des migrants. Justement.